Une entrée en matière bien rock pour ce 9e rendez-vous de la saison 2006 de NASCAR Busch. Bonjour à tous et bienvenue sur le Phoenix International Raceway en Arizona qui accueille donc aujourd'hui cette 9e course de la saison de Busch et j'aurai le plaisir de la commenter aux côtés de l'indispensable Laurent Frédéric Paulet. Salut LFP. Oui, mais j'aimerais bien être aussi indispensable et vous dire, mais c'était quoi cette chanson là qu'on a entendue, que tout le monde connaît? C'est pas les Eagles, non Je crois que c'est ça, les Eagles. Mais en plus, mélomane. Il y a une petite culture de notre jeunesse. Le rock américain années 80. Un petit peu vieux pour moi. Voilà. Oui, voilà, c'est ça, vous étiez jeune. Bon, alors, mon cher Manu, salut à tous. On est bien content de vous retrouver. Effectivement, 9e rendez-vous de la saison à Phoenix, dans l'Arizona, faut-il le rappeler. Et tout va être en place pour une belle course parce que c'est un week-end commun à la Nextel Cup. Donc c'est évident, on va vous décrire ça qu'au niveau du casting, ce soir, il va y avoir que du beau monde. Et puis, on va bien voir au niveau du championnat ce que ça donne parce que c'est vrai, là, notre ami Kevin Harvick, il est vraiment en train de faire très très fort. Et oui, c'est la grande question déjà qui se pose dans ce début de saison, à savoir qui va aller chercher Kevin Harvick pour le titre. Vraisemblablement, on va dire qu'il est quand même très très bien parti. Mais bon, la saison est longue, on va dire il est champion d'automne pour l'instant, Kevin Harvick. Alors en NASCAR, ça serait plutôt champion de printemps. Mais voilà, il reste néanmoins qu'il a posé sa patte en signant sa première victoire de la saison la semaine passée à Nashville. Et on ne va pas vous le cacher plus longtemps, il est aussi un petit peu favori pour la victoire sur cette course de Phoenix. Mais vous l'avez dit, il ne sera pas tout seul. Ils sont en effet 18 à effectuer le double duty, à savoir la course de Nextel et la course de Busch sur ce week-end de Phoenix. Et on va tout de suite, une première info. Jason Leffer a donc signé la pole. On a vu là les images, la voiture jaune, c'est celle de Kurt Busch. Kurt Busch qui est de retour pour sa deuxième course. Alors pour la première, il s'est imposé. Carrément. Il va faire pareil pour la deuxième. 100% de réussite, ça serait quand même très très fort. Évidemment, la victoire de Kurt Busch, vous vous en souvenez, c'était au Texas. Alors Kurt Busch qui pensait bien signer la pole et cet homme est arrivé par surprise. Jason Leffler qui est un peu quand même un outsider et qui a mis tout le monde d'accord. Alors là, il est en train de parler du fameux débat qui ressurgit chaque année au printemps. On y a droit, ça y est, c'est fait. Les pilotes Busch qui se plaignent que les grands méchants loups de la Nextel viennent gagner sur leur terre. Il faut reconnaître que lors des 8 premières courses, eh bien, nous avons eu 8 vainqueurs issus de la Nextel. Les réguliers de la Busch, en effet, se plaignent un petit peu, mais enfin, bon, c'est deux championnats séparés, à eux d'aller chercher les pilotes de Nextel sur leur terrain de la Busch. Ni plus ni moins pour l'instant. Certes, on parle surtout beaucoup pour David Green, qui est le premier régulier de la Nextel dans le championnat, qui s'en plaint évidemment énormément en disant qu'il perd de gros points quasiment à chaque course avec les Jeff Burton, avec les Dale Earnhardt Jr. à l'occasion qui viennent... Kurt Busch, Ryan Newman, voilà, à chaque fois il y en a un. Qui viennent lui voler des points en prenant les victoires. Mais bon, après tout, il a qu'à être devant, c'est tout. Ouais, non, mais en tout cas, c'est vrai qu'on y a droit chaque année. Nous, quelque part, on s'en plaint pas trop parce que ça fait quand même des sacrées têtes d'affiche qui viennent disputer les courses et puis ça rajoute quand même du prestige à cette discipline. Donc tout le monde quand même, je pense, à y gagner. Alors, on va pas voir la grille de départ là en incrustation car le départ va être assez vite. Donc on va vous la donner, cette grille de départ. Jason Leffer donc en pole. Mais Kurt Busch, en fait, lui-même, qui pensait l'avoir cette pole, n'a même pas la deuxième place. C'est Matt Kenseth qui s'est aussi infiltré au dernier moment. Mais enfin, il y a Matt Kenseth, il y a Kurt Busch et puis ensuite la bonne surprise de Regan Smith, 4e. Et après, c'est du classique, on va dire. Reed Sorenson, Gigi alors que regardez, Tony Stewart est dans la cabine de nos amis américains, le champion Nextel en titre, qui aurait peut-être repris encore un petit peu du poids là, sans vouloir être méchant. Enfin bref, sur les premières lignes, pour finir dans le top 10, il y a Mac Wallace 8e, Bernie Lamar 9e et Ashton Lewis 10e. Alors à noter la 16e place dans cette grille de départ, alors que le départ vient d'être donné. Voilà, de Clint Bowyer, juste derrière Mark Martin et Kevin Harvick, 14e Kevin Harvick. Denis Hamlin, lui, est 12e. Greg Biffle, 25e, c'est le seul à posséder 2 victoires sur ce circuit de Phoenix. Biffle à suivre, évidemment, 19e place pour Casimir sur la grille. Carl Edwards, lui, est 21e. Paul Menard, 23e. Et puis on va chercher un petit peu derrière, voilà, Michael Waltrip, 39e sur la grille. À noter que Jorge Gutters, notre ami mexicain, ne s'est une nouvelle fois pas qualifié, pas plus d'ailleurs que Jay Sauter. Ah là là, attendez, ça commence fort avec le numéro 78, celui de Jerry Robertson, qui est déjà en travers. Eh bien, cet envol pour cette 9e course de la saison aura été de courte durée.
à peine un petit tour et déjà le premier drapeau jaune vraisemblablement. Ah oui, hein, oui, ouais. On ne le voit pas à l'image, mais enfin très vraisemblablement on est déjà sous régime de drapeau jaune. Pour cette première interruption, on va revoir ce qui s'est passé pour Robertson. Alors d'abord, c'est entre le 36 et le 38, ça ne le concerne pas. Tim Sauter et Ryan Moore qui remplacent AJ Foyt 4. Et en fait, oui, c'est parallèle. C'est parallèlement que Robertson part à la faute. Hein. Ça n'a rien à voir a priori entre Sauter et Moore. Une conséquence, c'est vrai. Ah voilà. Ah, Marc Martin. Peut-être, car Marc Martin est bien là avec son numéro 6 et sa voiture décoration superbement décorée, elle doit vous plaire. Non. C'est pas étonnant. Voilà. Et oui, Marc Martin, hein, on va rajouter là encore du prestige dans cette course. Allez, nouvel axe de prise de vue. Là, va falloir passer dans l'herbe à tous les coups. Ouais. D'ailleurs, il y était bien avant tout le monde. Hein, et c'est Jamie McMurray, avec qui nous sommes en caméra embarquée. À noter pour cette 9e course de la saison, j'ai un petit peu le cœur qui saigne, n'hésitons pas à le dire. Jason Keller n'est pas là, il devait faire son 400e départ et se rapprocher encore du record de Tommy Houston. Eh bien, il va falloir qu'il patiente. Jason Keller, il est remplacé à la dernière minute, il a été remplacé par Mike Wallace et en fait, il a tout simplement été remercié par Phoenix Racing. Jason Keller, ils ont expliqué en fait qu'ils voulaient avoir un petit peu d'air frais, de nouveauté dans l'équipe pour essayer de relancer un petit peu l'équipe vers la gagne. C'est vrai. Ça fait mal, hein, ce genre de commentaires. Pour Keller, c'est pas très sympa. Et c'est vrai que ça serait de toute façon très sympa de le revoir d'ici la fin de la saison, puisque je vous rappelle qu'il a la possibilité donc d'inscrire son nom comme étant le pilote avec le plus grand nombre de départs en NASCAR Busch. Je crois que c'est la première fois qu'il rate une course depuis ses 13 années de présence dans la discipline. Alors c'est reparti, mais c'est vrai que pour conclure sur Jason Keller, ça a toujours été un petit peu son problème. Hein. Loin de nous l'idée de commencer comme ça à donner des accessites ou à juger des pilotes, surtout des pilotes NASCAR. C'est une technique tellement à part qu'on ne se permettrait pas de dire qu'il pilote mal. Mais Jason Keller, c'est vrai, ça manque un petit peu de saignance, ça manque d'attaque, de panache. Des fois, c'est un peu pépère, hein, sans vouloir. C'est plus à la régularité, c'est vrai, et ça manque un peu de panache, c'est vrai. Alors, Jason Leffler face à Kurt Busch, d'accord, sauf que devant, et il y a Matt Kenseth. Kenseth est passé, donc Leffler n'a pas conservé l'avantage de sa pole position. Il n'est que deuxième, si l'on ose dire, avec Kurt Busch qui le menace, mais devant, Kenseth s'est un peu échappé. Oui, attention, derrière Harry Sorensen qui est en train de mettre la pression sur Kurt Busch. Il faut dire qu'il n'a pas vraiment le choix parce que derrière, il y a le petit frère des Busch, Kyle, qui lui aussi est en train de mettre la pression sur Sorensen pour le gain de la 5e place. Ah oui, alors les deux Busch qui avaient commencé leur lutte familiale au Texas. Et ça s'était pas mal passé, hein. Premier Kurt Busch, 4e Kyle Busch. Donc les deux frères Busch dans les 5 premiers. Nul doute qu'il doit y avoir un petit pari fraternel entre les deux. Qui sera le premier à l'arrivée? Là, il y a vraiment une course dans la course. Ouais, et je pense que du côté de Kyle, on a envie de remettre un petit peu les pendules à l'heure au niveau de la bouche et de dominer cette fois son frère. Est-ce que vous croyez que Bernie Lamar a mis beaucoup de cœur à résister à Kevin Harvick? Non. Hein, je pense aussi. Je vous rappelle qu'ils sont coéquipiers, hein, évidemment, c'est pour ça qu'on vous dit ça. Oui, et l'un, je dirais même l'employé de l'autre. Voilà, ouais. Et puis même le petit protégé, hein, oui. Bernie Lamar, vous vous souvenez, qui a créé la sensation à Daytona pour la première course de la saison en terminant à une splendide 2e place pour son premier départ. C'était évidemment exceptionnel et du reste depuis il tient le rang puisqu'il est 10e du championnat Bernie Lamar. On va faire d'ailleurs un tout petit point sur ce championnat pour vous rappeler donc que Kevin Harvick est en tête avec 156 points d'avance déjà sur Denny Hamlin. Clint Bowyer est remonté à la 3e place avec 209 points de retard sur le leader. Et puis Gigi Ellie, excellent début de saison pour Gigi Ellie, mais il marque un petit peu le pas depuis une ou deux courses et du coup il se retrouve pour l'instant 4e de ce championnat à 256 points d'Harvick. Enfin la 5e place. Et pour Carl Edwards, bref, il y a quand même du très beau monde dans ce top 5 pour après ces 8 premières courses de la saison de NASCAR Busch qui en comptera, je vous le rappelle, 35. Alors le numéro 18, Gigi Ellie, on en parlait justement, 4e du championnat. Il devance Mike Wallace, donc voiture numéro 1. Voilà, au volant de la voiture habituelle de Jason Keller. Tout à fait. Et derrière, c'est la voiture ancienne de Jason Keller, qui a longtemps partagé la caractéristique d'être avec Sébastien Bourdet, le pilote d'une chaîne de restaurants fast-food. Des arches dorées, on laissera deviner. Vous avez reconnu de quoi on parlait. Et maintenant, cette voiture numéro 35, elle est aux mains de Regan Smith. Allez, on va retrouver Clint Bowyer qui est juste derrière Denny Hamlin et Paul Menard. Oui, donc le 2e et le 3e du championnat qui sont là sur la même image. Ils sont 13e
14e. Ah oui, c'est Lamar, c'est pas Paul Ménard qui est devant Hamlin. Excellent 12e à nouveau, Bernal Lamar, toujours aussi performant. C'est peut-être lui finalement la révélation de ce début de saison, en tout cas 2006. Par contre, je ne sais pas ce que vous en pensez, Laurent Fred, mais il y a une petite déception en ce début d'année, c'est Reed Sorenson. Oui. Parce que autant l'année dernière, il nous avait paru comme étant l'un des tout meilleurs au niveau des rookies. Il était allé chercher Carl Edwards plusieurs fois. Carl Edwards, révélation incontestable de la saison 2005. Peut-être juste derrière, il y avait Reed Sorenson. Et puis, eh bien, cette année, pour l'instant, il ne parvient pas du tout à transformer l'essai. Oui, meilleure place, 9e à Daytona. Mais depuis, ça se passe moins bien. Alors, vous savez ce qu'on dit. Parfois, vous arrivez, rookie, vous êtes propulsé dans une excellente équipe, à un haut niveau. C'était le cas, évidemment, de Sorenson chez Chip Ganassi. La vie est belle et vous y allez sans vous poser de questions et les résultats tombent. La deuxième année, il y a quand même fatalement un peu plus d'enjeux. Vous n'êtes plus un rookie, on vous demande de confirmer, et même sans doute, c'est normal de faire encore mieux. Il y a des responsabilités, il y a de l'enjeu. Et là, ça peut coincer un petit peu. Je vais même dire, dans un certain sens, Carl Edwards, c'est un peu ce qui se passe aussi. C'est moins flagrant, mais c'est moins flamboyant que l'année dernière. N'est-ce pas un petit peu le phénomène classique de la deuxième année où il faut confirmer en quelque sorte, et c'est parfois un petit peu plus difficile qu'une première année. Drapeau jaune. Oui, excusez-moi. Oui, non, mais c'est vrai, drapeau jaune, tout à fait. Mais alors pourquoi on ne sait pas? Car là, on n'a rien vu de spécial, c'est un débris. Voilà. Et celui-là, on ne peut pas dire que les commissaires de la NASCAR l'ont inventé pour relancer et casser la prise de pouvoir de Matt Kenseth. Il est bel et bien réel. On attend le restart en tout cas. Avec toujours évidemment un Matt Kenseth aux avant-postes, leader de cette 9e course de la saison ici à Phoenix. Et c'est reparti pour Matt Kenseth qui va parvenir sans aucun doute à conserver le meilleur sur Jason Leffler et Kurt Busch. Et derrière, attention à l'attaque peut-être tout de suite de Kyle Busch sur Reed Sorenson. Il s'est vraiment rapproché, Kyle Busch. Ça va quand même être peut-être un tout petit peu difficile là, pour Busch d'aller chercher Sorenson. En tout cas, il est menaçant d'ores et déjà. On va faire la petite fiche signalétique bien sûr de ce circuit de Phoenix, créé en 1964 pour accueillir des courses de monoplace et qui accueille la Nextel Cup depuis 1988 en Busch. On ne dispute que la 9e édition. On vient ici depuis 1999. Et le premier vainqueur était Jeff Gordon, figurez-vous. Absolument. Et donc cet ovale fait 1 mile. 200 tours au programme ce soir. Le banking variable dans les virages. 11 degrés pour les virages 1 et 2. Et 9 degrés pour les virages 3 et 4. Je vous laisserai Laurent Fred expliquer sur le circuit et sur les images de caméra embarquées où on est dans le virage 1 et où on est dans le virage 3. Et enfin, double banking également pour les lignes droites. 3 degrés pour la ligne droite d'aller, c'est-à-dire la longue ligne droite. Et 9 degrés pour la ligne droite de retour, qui est plus une espèce de courbe très très plate qu'une vraie ligne droite. Alors deux choses, on a vu que Bowyer et Hamlin se sont touchés, plutôt à l'initiative de Bowyer. Attention là, les deux rivaux un petit peu d'Harvick, faudrait pas trop qu'ils s'auto-éliminent non plus. Et puis deuxième chose, on voit que Jason Leffler finalement revient sur Matt Kenseth. Et puis finalement troisième chose, si vous avez vu 200 tours, on avait vu en début de course, ça passe tout près du mur, la fenêtre de ravitaillement vers le 90e tour, ce qui fait que s'il y avait des neutralisations, on ne pourrait faire sur le papier qu'un seul arrêt. Théoriquement c'est possible. Gigi Yelly, Kyle Busch. Ouais, mais c'est Yelly qui vient de récupérer, ouais, c'est ça, la 5e place à Kyle Busch. Et attention, derrière à Mike Wallace, qui va peut-être essayer d'en profiter. Il était menaçant sur Reed Sorenson il y a à peine un tour au restart, Kyle Busch. Et maintenant, malheureusement, vous le voyez, il est en train de lâcher prise, puisque même Gigi Yelly s'échappe. Et regardez derrière Mike Wallace, qui va peut-être se retrouver en position de porter une attaque. Un circuit, effectivement, on s'en souvient, à l'endroit précis où il y avait Kyle Busch, alors qu'au changement de leader, eh oui, c'est vrai qu'on avait constaté qu'il était revenu. Eh bien, non seulement il est revenu, mais il reprend la tête, ou en tout cas il la prend, parce que je crois qu'il l'avait jamais eu, alors que c'était le poleman. Jason Leffler donc s'installe devant, et derrière, regardez Kenseth menacé maintenant par Kurt Busch. Et il n'a pas l'air extrêmement bien, Matt Kenseth. Autant en début de course, sa voiture paraissait être sur des rails, autant là on la voit qui dodeline un petit peu du train arrière, et c'est pas très bon signe. Regardez encore là du train avant cette fois, un petit léger sous-virage à l'entrée de la courbe, et peut-être que Kurt Busch va pouvoir en profiter à la fin de la ligne droite. Kurt Busch donc qui a réussi l'exploit exceptionnel de gagner sa toute première course dans la discipline.
évidemment, c'est pas tout à fait un rookie comme les autres. Ancien champion Nextel, pilote de pointe pendant des années pour Jack Roush, maintenant pilote Penske. Enfin bref, un des grands noms de la NASCAR. Encore faut-il réussir cet exploit. Il l'a fait. Il n'était pas le premier à le faire dans l'histoire. Mais quand même, exploit retentissant de la part de Kurt Busch. Alors par contre, il se pourrait bien qu'il soit le seul, s'il gagnait aujourd'hui, à devenir vainqueur de ses 2 premiers départs en NASCAR Busch. En tout cas, il a récupéré la 2e place, le champion Nextel 2004. C'est cela même, alors ça avait été lors de la première édition du Chase for the Championship, hein, des fameux playoffs. Là-bas on appelle ça Chase. Et donc c'était à la toute dernière course que Kurt Busch était devenu champion, notamment face à Jimmy Johnson, qui est peut-être en train de devenir l'éternel second de la Nextel. L'année dernière, ça a été la même histoire. Il a été doublé par Tony Stewart, notamment en fin de parcours. Pas de neutralisation en tout cas depuis tout à l'heure. Alors regardez ce virage là. C'est étonnant hein, ce circuit de Phoenix. Vous avez une ligne droite principale. On va attendre Diet pour en reparler. On y arrive. Voilà. Là c'est le dernier virage. Là, ensuite vous avez la ligne droite. Puis un virage à gauche. Ça c'est évident. Mais c'est en fait une grande courbe. Et c'est tout juste si le virage qui suit n'est pas à droite. Alors évidemment on exagère un petit peu en disant ça. Mais incontestablement, la piste ne va pas spécialement vers la gauche. Elle va pratiquement un peu droit en s'écartant limite vers un point de fuite qui pourrait être légèrement considéré à droite. C'est ça qui est étonnant et c'est le seul circuit aux États-Unis qui a cette caractéristique. Le classement qui défile. On l'avait vu. Kyle Busch donc passé maintenant en 5e position. Toujours en tête Jason Leffler devant Kurt Busch. Matt Kenseth ici à l'image. Rick Sorenson toujours solide 4e. Et puis derrière on va retrouver Gigi Eli, le régional de l'étape, qui court ici à domicile. C'est sa piste, le natif de l'Arizona. Et enfin Kyle Busch en 6e position, mais sous la menace de Mike Wallace. Suivent, vous le voyez, Kevin Harvick, Clint Bowyer, Regan Smith, excellent 10e. Devant Ashton Lewis Jr. et John Andretti, 12e. Le numéro 99 bien sûr, Michael Waltrip. Il est là dans le trafic et là il y a un sacré groupe. Voilà, il a été 37e au départ, il progresse, 25e maintenant. Ah, c'est pas une remontée éclair mais c'est assez régulier. Et là il va s'attaquer numéro 66. Ouais, Ken Schrader. C'est pas lui le cousin de Carl Edwards? Si, c'est ça. Hein, voilà, je savais bien qu'on avait déjà parlé de Ken Schrader. C'est le cousin de Carl Edwards. A noter également la présence de l'ami de faculté de Tiger Woods, David Gilliland. Évidemment, on porte un intérêt tout particulier sur ce pilote. Alors que Mike Bliss est au niveau du paddock, Manu. Problème moteur ou de surchauffe apparemment pour Mike Bliss, qui n'est plus sur le circuit. Tracy Hines également a déjà abandonné, le porteur du numéro 14. Donc si on considère que Robertson... Robertson est bien toujours en piste, mais il a perdu des tours. Mais en tout cas, a priori, Bliss ou Hines, ce serait déjà terminé. Allez, gros plan sur Kyle Busch, bien contraint de défendre sa 6e place sous les assauts de Mike Wallace. Et la bagarre derrière entre le 0 de Johnny Sauter et juste devant lui Danny O'Quinn Junior, le numéro 50, le rookie, et jeune pilote de l'écurie Jack Roush. Donc a priori il a déjà sécurisé un très bon emploi d'être pilote de Jack Roush. Maintenant, est-ce que ça suffira pour aller au sommet de la NASCAR? On verra bien. Alors vous parliez tout à l'heure LFB d'Adji Foyt 4 qui n'est pas là aujourd'hui remplacé. Et bien l'explication elle est simple, c'est que Ray Evernham a été contraint de retirer son volant à Adji Foyt 4 pour la simple et bonne raison que le petit-fils d'Anthony Foyt a trouvé le moyen de se mettre en bisbille, en litige avec Dodge. Parce que lui apparemment a un contrat perso avec Chevrolet. Enfin c'est très compliqué, mais du coup alors il y avait eu des négociations en début de course pour
lui permettre de débuter le début de saison. Et finalement, Dodge a tapé du poing sur la table en disant qu'il n'y avait absolument aucune raison de faire courir dans une équipe qu'il fournisse une voiture d'une marque concurrente. Donc du coup, Haji Foyt a bien été obligé de céder sa place et Ray Evernham espère avoir la possibilité de trouver un arrangement et de pouvoir lui faire encore quelques courses de bouche d'ici la fin de saison, et auquel cas, si ce n'était pas possible, de toute façon, il le renverrait courir en ARCA. Voilà. Intéressant. Alors il avait déjà, en ce qui concerne Haji Foyt 4, on l'avait dit, il se faisait maintenant appeler Anthony Foyt. Enfin, ça dépend des fois, ça s'en va, ça revient, de temps en temps il réassume le fait d'être le quatrième à s'appeler comme ça, puis d'autres moments il préfère être tout seul, qu'on se souvienne de lui que sous son vrai nom, à savoir Anthony Foyt. Oui, ne pas porter un passé prestigieux de course automobile. Mais c'est vrai qu'il n'est pas là, vous me direz, le début de saison n'avait pas été fabuleux, parce que Haji Foyt 4, si on regarde les résultats, meilleur résultat, 21e à Mexico. Mais sinon 42e, 38e, 37e, 33e, 35e, 41e au Texas. Et du reste, il n'était déjà pas là. Oui, Nashville, il n'était pas là. C'est vrai que c'est difficile pour lui, et c'était déjà difficile en IRL, IndyCar. Ça l'est tout autant en NASCAR Busch. C'est vrai que le poids de l'héritage est peut-être un petit peu lourd à porter. Et il n'est sans doute pas dans les meilleures dispositions psychologiques non plus. On sait que Anthony Foyt, le grand-père, n'est pas forcément le plus facile à vivre. Et je pense qu'il met beaucoup trop de pression sur son petit-fils. Alors nous sommes avec Greg Biffle qui va doubler Regan Smith, voilà qui est fait. Devant lui, Denny Hamlin. Et il y a McMurray derrière. Casimir, c'est également qui est là. Voilà, Casimir qui va à son tour prendre le meilleur sur Regan Smith, très vraisemblablement. Mais en caméra embarquée. J'ai confondu. Casimir, c'est McMurray. C'était bien Mears avec le 42, tout à fait. Allez, Biffle, il aimerait bien progresser encore un petit peu plus. Hamlin ça va être fait. Oui. Ah, c'est pas sûr. Ah, si, quand même. Ça va. Allez, voilà. Oui. Oh là 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 là. Biffle, c'était ça la conséquence d'être aussi à l'extérieur. C'est passé tout près du mur. Mais c'est aussi pour ça qu'on aime bien Biffle, pour tout vous dire, parce que lui, il y a du panache. C'est clair que lorsque, évidemment, l'adversaire de Jason Keller pour le titre s'appelait Greg Biffle, c'est vrai que c'était assez évident qu'il y avait une différence d'attitude sur la piste, et c'est pas pour ça que Keller n'était pas un valeureux adversaire par rapport à Biffle, mais c'était quand même un petit peu la classe au-dessus, Greg Biffle. On n'a pas enterré Jason Keller, quand même pas, mais force est de constater que les Harvick, les Biffle en leur temps ont été des adversaires un petit peu plus grandiose par rapport à Jason Keller. Et c'est Carl Edwards en fait qui était notre caméraman. Et là Edwards pas mal aussi, la façon dont il s'est engouffré à l'intérieur. Il fallait prendre la moindre occasion. Ça c'est fait pour Carl Edwards. Alors c'est vrai que Carl Edwards aussi, légère déception, même s'il est 5e du championnat, il a déjà 321 points de retard sur Kevin Harvick. Et c'est ça aussi qui fait dire qui va pouvoir aller chercher Harvick, parce que finalement il paraît, j'allais dire, le mieux placé pour profiter de la bagarre derrière, alors qu'il a fait un petit peu de stretching du côté des mécanos. Bon, petite pause en tout cas, et on revient très vite ici à Phoenix. Mais oui, il faut bien préparer la course, là c'est clair. De retour à Phoenix en Arizona pour la 9e course de la saison 2006 de NASCAR Busch. Et en tête, nous avons toujours Jason Leffler, LFB. Oui, qui avait laissé Matt Kenseth prendre le meilleur départ tout à l'heure. Il a pris ses marques peut-être, allez savoir. Jason Leffler, en tout cas, il est repassé à l'attaque assez vite sur Matt Kenseth. Attention là au trafic, avec notamment John Wood. Et depuis qu'il a repris la première place, Jason Leffler, il n'est pas menacé. Et il contrôle la situation avec son numéro 32, c'est lui que l'on vient de voir. Et il n'y a pas de neutralisation depuis le moment où il a justement pris le pouvoir, ce qui permet aux écarts d'être assez importants maintenant. Jason Leffler, un pilote qui n'est pas le premier venu en NASCAR Busch, il faut quand même bien le dire. Alors que dans la grande fenêtre, on s'attache à Clint Bowyer face à Gigi Eli, deux des pilotes qui sont dans les 4 premiers du championnat. Jason
Leffler un petit peu bouchonné là, derrière Stacy Compton dans votre écran de gauche. À droite on suit toujours cette bagarre pour la 5e place en caméra embarquée avec Clint Bowyer, et vous voyez derrière Gigi Ellie qui a lâché un tout petit peu prise alors que Leffler ça passe toujours pas. Et la retour, superbe décoration oui. de Mark Martin. Décidément ils ont fait très très fort au niveau des décos. Bon, on en a suffisamment parlé, c'est vrai que c'est une façon de se montrer, ses designs. Et après tout, pourquoi pas. Attention, parce que Mark Martin, il aurait peut-être touché Kazimierz, décidément, j'y arriverai pas. Ouais, ça a été très très chaud. Hein. Finalement, il va passer quand même. Mais je suis pas sûr que du coup, sa carrosserie, ça a été très chaud aussi pour Mears, hein, que sa carrosserie avant gauche ne touche pas un petit peu le pneu. Il va falloir surveiller ça sur la voiture de Mark Martin. Ouais, qui a employé quand même la manière forte. Pas tellement dans ses habitudes, mais bon, lui aussi, hein, il faut qu'il remonte. Regardez, parce que oui, 18e au 42e tour, il est lancé dans une belle remontée. Il y avait Ryan Moore qui était pas loin, donc c'est bien Ryan Moore qui pilote la 38. Alors normalement c'est sa seule course de l'année a priori à Ryan Moore, un jeune pilote de 22 ans qui vient de la North Series de la NASCAR Busch, et c'est le fils de Kelly Moore, champion de North Series. Il a déjà 3 départs à son compteur, c'est son 4e ce soir. 3 départs au compteur en Busch, c'était l'an passé. Et son meilleur résultat, une 13e place à Homestead pour la dernière manche de la saison. Et Matt Kenseth qui est menacé, qui est attaqué, qui est dépassé par Clint Bowyer. Donc changement au niveau des têtes d'affiche là et du top 5. Et c'est pas plus mal, ça permet à Clint Bowyer de mettre un rival de poids, en l'espèce Matt Kenseth, entre lui et Gigi Ellie. Alors le classement qui défile, hein, on va en profiter pour faire le point. Donc Jason Leffler assez largement devant, mais avec ce dépassement de Bowyer sur Kenseth, on va voir où on en est exactement. Kurt Busch, donc c'est bien lui, voiture jaune, toujours 2e. Sorensen, c'est vrai, on l'avait oublié, intercalé 3e. Et derrière, donc c'est là où ça vient de bouger, Bowyer qui vient de doubler Kenseth. Et vous apercevez que Elliott Sadler, le numéro 90, est doublé par Kurt Busch. Elliott Sadler, grand pilote NASCAR quand même, membre du Chase ces 2 dernières années si je ne m'abuse. Vous voyez là, il ne peut pas résister, il est déjà à un tour. Ouais, ça marche pas aussi bien en Busch. Non, c'est un petit peu surprenant hein, de voir quand même Kurt Busch à telle fête, j'allais dire, sur son arrivée en NASCAR Busch, lui qui était passé directement de la Craftsman à la Nextel. Alors certes, on l'a dit, c'est un ancien champion. Évidemment, là, le pilotage d'une NASCAR Busch, d'une voiture de NASCAR Busch n'est pas si différent que ça du pilotage d'une voiture de Nextel, mais la gestion de la course est complètement différente, puisque vous le savez, on prend toujours cette image. La Busch, c'est plutôt de la course sprint, la Nextel, c'est plutôt de la course endurance, et comme vous le savez, dans une course sprint, un Grand Prix, on n'a pas du tout la même technique et la même tactique, pardon, que dans une course de sprint type Grand Prix. Et donc forcément, ce qui est le plus surprenant, j'allais dire, même si l'équipe Penske est habituée avec Ryan Newman notamment à savoir gérer la distance d'une course de Busch, c'est plus délicat pour le pilote. Et c'est vrai que bien savoir quand même quand attaquer puis quand se retenir un petit peu sur une course qui ne va pas faire 400 tours mais simplement 200, eh bien il y a besoin d'un petit temps d'apprentissage. Et Kurt Busch, lui, vraisemblablement, jusqu'à présent en tout cas, n'en a pas eu besoin, et c'est ce qu'il tend encore à nous prouver aujourd'hui. Alors ça, c'est son chef d'équipe à Kurt Busch. Et apparemment, c'est son crew chief pour la Busch, mais il y en a un autre dont il dispose pour la Nextel. Et les deux là en fait sont, vous voyez, c'est une... oui, c'est double crew chief pour Kurt Busch. Il est venu celui du lendemain déjà, et les deux là aussi établissent la stratégie ensemble. Vous voyez, ils sont en grande discussion, et nul doute aussi qu'on doit penser au lendemain, alors que le classement n'a pas spécialement évolué. Derrière Mike Wallace est bien placé 6e quand même. Hein. Harvick est dans le top 10, Yeli, Kyle Busch, Biffle, non. C'est clair, c'est du solide. Oh, regardez, le leader est pris un petit peu dans le trafic là, Jason Leffler. Il va se retrouver bloqué derrière Mark Green avec sa voiture numéro 4. On va revoir ce qui s'est passé depuis le départ de cette course avec Jerry Robertson qui cause la première grosse péripétie et le premier drapeau jaune. Et nous sommes déjà en caméra embarquée avec Carl Edwards. Et puis là, parfois, eh bien, il faut jouer des coudes. Vous voyez, les petits contacts, les petits bumps.
Marc Martin sur Casimir, on a vu avant Clint Bowyer et Denny Hamlin. Voilà ce qui s'est passé depuis le début de la course. Pas grand chose, il faut bien le reconnaître. Mais nous n'en sommes que dans la première moitié. Et finalement, Jason Leffler a mené le plus grand nombre de tours de façon assez nette. Et notre petit doigt nous dit que c'est loin d'être fini. Il va se retrouver bloqué derrière Johnny Sauter et Ken Schrader en pleine bagarre. Le leader Jason Leffler. Il faudrait laisser passer le leader, messieurs, quand même. Attention, Danny O'Quinn et Ryan Moore. Il est parti 41e, Danny O'Quinn. Il est 18e. Très belle progression. Et ça serait Clint Bowyer qui serait revenu déjà dans le sillage de Jason Leffler. Tout à fait. Alors où il est passé Kurt Busch. Eric Sorensen, il était Bowyer a doublé tout le monde. Il a dû, c'est dommage on l'a pas vu, il a dû dépasser tout le monde. Clint Bowyer est en train de mettre tout le monde d'accord peut-être au 75e tour bientôt. Clint Bowyer peut-être en passe d'aller prendre le commandement de cette course. C'est son troisième départ ici. Clint Bowyer, il avait effectué évidemment les 2 départs de Busch l'an passé. Il avait terminé 13e pour cette première course de la saison, la course de printemps, 2e lors de la course d'automne. Et puis lors de la course d'automne, il avait disputé également la course de Nextel. Il avait terminé 22e. C'est une des pistes qu'il préfère de la saison. Du reste, comme nombre de des autres pilotes, beaucoup de succès pour ce tracé, cet ovale si particulier de Phoenix. Et bien c'est fait. Regardez dans la fenêtre, vous en avez pour tous les goûts. La bataille pour la première place ou la bataille pour la 3e place. Mais c'est bien ça, Bowyer avait doublé Busch et Sorensen. Et Bowyer vient de s'emparer de la tête. Ça y est, c'est fait. Que de son côté, Sorensen vient de récupérer la 3e place devant Kurt Busch. Oui, là, c'est pas le leader. Ce n'est pas la bagarre pour le leader, c'est la bagarre pour la 3e place. Et donc après Matt Kenseth et après Jason Leffler, Clint Bowyer est officiellement le 3e leader de cette course. Alors Clint Bowyer, c'est le seul avec Kevin Harvick depuis le début de la saison à avoir disputé l'intégralité des courses, les 1482 tours de la saison 2006. Pour être jusqu'à l'arrivée. Voilà, c'est ça, ont été couverts par Clint Bowyer et Kevin Harvick. Ce sont les 2 seuls pilotes engagés cette saison à avoir réussi cette performance. Qui cette année fait donc l'intégralité des 2 championnats, qui en Nextel a comme adversaire principal pour devenir le meilleur rookie de l'année Martin Truex Jr. qui se concentre sur la Nextel lui. Le leader Clint Bowyer qui va se débarrasser du rookie Bernie Lamar, alors qu'on va sans doute assister au premier ravitaillement. Et oui, parce pour Kurt Busch. Pas de neutralisation et on arrive dans la fenêtre de ravitaillement et c'est Kurt Busch finalement qui donne le coup d'envoi. Donc c'est pas n'importe qui commence, mais on peut envisager maintenant donc une série d'arrêts généralisés sous régime de drapeau vert. Alors évidemment, on vous le rappelle, la mauvaise nouvelle pour Kurt Busch, ce serait qu'un drapeau jaune survienne dans les quelques tours qui arrivent, les 2-3 tours qui arrivent, parce qu'il aurait bien évidemment perdu tout le bénéfice de son ravitaillement. Bon, il n'aurait pas été le seul, parce que Greg Biffle ferait également partie des malheureux si jamais ça arrivait. Et Jason Leffler également. Ouais, prions pour que ça n'arrive pas. Décoration très Arizona pour la voiture de Jason Leffler sur l'arrière, avec cactus et cheval compris. Oui, vous avez vu l'environnement de ce circuit, une sorte de colline qui l'entoure, avec effectivement les touffes d'herbe, le cactus. C'est vraiment un décor de Far West. Et le leader Clint Bowyer qui s'arrête. Il n'a pas traîné, 85 tours, on est pile dans la fenêtre. Pas de hasard. Et la nuit qui commence à tomber. 2 officiels pour vérifier si tout se passe bien dans l'arrêt. Ils vont se positionner maintenant sur le côté gauche de la piste.
Ce sont donc les personnes en blanc avec le casque blanc officiel de la NASCAR. Oh, attention, en repartant, là c'était chaud. C'est avec John Andretti, je crois. Allez, on est chez McKenset. Lui aussi ancien champion en Nextel. C'était l'année d'avant Kurt Busch en 2003. Ah là, oui, c'est peut-être un peu long là. Ça se joue à quelques dixièmes, mais quand même. Carl Edwards. Ouais, et donc confirmation que tout le monde, tous les gros en tout cas vont. Oh là là, mais oui, le pneu. C'est rare hein, de voir ça, le pneu qui n'est pas prêt. Une nouvelle fois, c'est sur Carl Edwards que ça tombe, hein, décidément malheureux en ce début de saison. C'est pas sur la piste qu'il lui arrive des malheurs, soit parce qu'il n'est pas au niveau, soit parce qu'il se fait percuter par ses petits camarades. Et bien c'est dans les stands que ça se passe mal. Kevin Harvick était pointé leader, mais vous le voyez, il va à son tour opérer son ravitaillement. Alors que Reed Sorenson de son côté repart. Excellent début de course hein, pour Reed Sorenson qui en profite pour passer dans les stands Mark McFarland. En tout cas repartir devant Mark McFarland. Alors manifestement tout se passe bien, pas de drapeau jaune qui tomberait de manière non désirée finalement. On a quand même vu que chez Carl Edwards on a perdu quelques secondes et Kevin Harvick, on n'a pas l'impression que ça a été hyper rapide, mais bon, c'est pas dramatique non plus. Bernie Lamar. L'impressionnant rookie. C'est vrai que depuis le début de la saison, Bernie Lamar, il a quand même en 8 départs, 3 top 10, 1 top 5, donc la deuxième place à Daytona, ce qui est des stats tout à fait excellentes hein, pour un rookie, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils sont pas nombreux à avoir des stats pareils. Carl Edwards, sans doute l'an passé, avait le même genre de statistiques. Attention, il y a Kyle Busch là qui essaie de se faufiler dans le trafic et on le sait depuis quelques temps, il est un petit peu chaud là, notre ami Kyle Busch, porteur du numéro 5. Mais là, c'est... Ah ben regardez, est-ce que ça prouverait justement ce qu'on a dit sans le savoir? Ah, il a raté son emplacement. Non, emplacement, oui, alors ça c'est vraiment... J'irais pas jusqu'à dire impardonnable, mais enfin pas loin, parce que c'est pas des images qu'on voit souvent et le pilote qui se trompe d'emplacement, c'est vraiment plus de l'inattention qu'autre chose. Surtout que je vous rappelle que les mécaniciens entendent des grands panneaux évidemment avec le numéro de la voiture au-dessus de l'emplacement où la voiture doit s'arrêter. Alors le numéro 4 de Mark Green est-il le nouveau leader? Il semblerait que oui, car on le suit de manière assez claire. Il y a nuit qui tombe sur l'Arizona bien sûr. Cette course a lieu en semi-nocturne. Et le lendemain ce sera la même chose pour la Nextel Cup. La course de Busch le vendredi, course NASCAR Nextel le samedi. Deux jours un peu spéciaux. Et après tout ce beau monde ira à Talladega. On en reparlera de Talladega. Ah là, gros accident pour Todd Cleaver. Et on va avoir un nouveau drapeau jaune évidemment. On va revoir ce qui s'est passé à 5 tours de la mi-course. Et bien si du côté de Mark Green on avait retardé son arrêt au maximum, là on a bien joué. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Johnny Sauter sans doute lui aussi avait retardé son arrêt. Et bien, grâce à Todd Cleaver, ils ne vont pas perdre trop de temps en s'arrêtant dans les stands. Qu'est-ce qui s'est passé pour Todd Cleaver? Il a peut-être été un petit peu aidé par Denny Hamlin derrière. Non, pour l'instant, il n'y a pas de contact. Oh, je crois qu'il y en a un petit peu quand même. Et Denny Hamlin, faut peut-être pas trop qu'il joue à ce jeu-là parce que il n'a pas manqué grand-chose pour qu'il soit embarqué lui aussi dans cette figure. Et oui, ça fait plusieurs bumps qu'on voit comme ça ici à Phoenix. Évidemment, c'est un short track, donc c'est plus courant que sur un circuit normal. Et voilà, bah oui, ça veut dire qu'on est content parce que c'est l'arrêt la neutralisation qu'on attendait, notamment pour Jimmy McMurray manifestement. Alors on va faire un petit point sur le classement. Clint Bowyer donc en tête devant Leffler et Johnny Sauter. Kurt Busch est 4e pour l'instant devant Mark Green. 6e place pour Kenseth devant McMurray qui va donc vraisemblablement opérer son arrêt. 8e place pour Harvick devant Biffle et Sorenson. A noté la 11e place de Mark Martin devant Mike Wallace. Et on est prêt dans l'équipe de Rusty Wallace, le frère. Et la voiture est pilotée par McMurray. Voilà, pour ceux qui avaient retardé au maximum leur arrêt.
Donc Clint Bowyer, qui s'était arrêté tout à l'heure, qui donc choisit d'observer un deuxième arrêt, profitant de cette neutralisation. Alors évidemment, là, la question se pose. Pourquoi pas s'arrêter une deuxième fois, effectivement, parce que là, il est sûr d'aller jusqu'au bout. Ou alors, il y avait quand même un petit quelque chose et il profite du drapeau jaune pour s'arrêter, ce qui est normal, mais c'est peut-être inquiétant finalement. J'ai pas l'impression qu'on ait remis d'essence. Hein, non. Clint Bowyer. Évidemment, on a joué le bon coup du côté de Jamie McMurray dans le team de Rusty Wallace. C'est vrai qu'on avait remarqué qu'il y avait une fumée qui s'échappait depuis un coin du circuit. La très belle image, vous me direz, mais il y a quelque chose peut-être qui brûle derrière. Allez, c'est reparti. Séquence Crank It Up. Mettez le son à fond. La bagarre dans le peloton de la NASCAR Busch comme si vous y étiez. Superbe pile à la mi-course embarquée avec notamment Carl Edwards. Et toujours Kyle Busch qui se met à l'intérieur et parfois on est 3 de front dans la ligne droite. Ça ne peut pas passer dans les virages. Derrière entre Clint Bowyer et Ron Hornaday au volant de la voiture de Kevin Harvick. La voiture numéro 33. Pilote très rugueux en piste. Ron Hornaday, incontestablement. On se souvient de quelques anciennes courses de Ron Hornaday qui avaient un petit peu disparu de la circulation la saison dernière. Et attention, c'est pas le plus cool. Pour Scott Riggs, qui vient de laisser passer une bonne partie du peloton avec cette voiture numéro 9. Vraisemblablement un petit souci, il y a dû y avoir un petit contact quelque part. Oula, là, s'ils étaient 3 de front encore une fois. Oh là là, avec Clint Bowyer. Et oui, Bowyer qui est pris dans une réaction en chaîne devant lui, ça s'est soudain arrêté ou presque, et il n'a pas pu empêcher le contact, bien sûr. C'est Aaron Fike devant qui a sauté sur les pneus, sur les freins, pardon. Oui, vous avez vu, le groupe derrière qui suivait, là il y avait au moins une quinzaine de voitures. S'il se passe quelque chose devant, c'est sûr, derrière, réaction en chaîne. Regardez là, le groupe c'est pas fini, loin de là. Avec Paul Menard qui est bien lent. Oh là 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 là. Ouais, Ron Hornaday, on l'a dit, il est particulièrement rugueux. Lui, il va peut-être essayer d'aller forcer. Il a été bien. Il a quand même levé. Bah, ça se refermait quand même devant entre Bowyer et Menard. Et tout simplement, il n'y avait pas la place pour insérer cette voiture numéro 33. Ah oui, non, là c'est chaud. Ce genre de situation, croyez-moi, si on n'est pas assez expérimenté déjà en NASCAR, ça fait tout drôle. Derrière, je surveille du coin de l'œil la bagarre entre Paul Menard et Joel Kaufman, respectivement 11 et 12. Ça passe très très près du contact quasiment à chaque fois. Je ne serais pas étonné que ça se passe pas forcément super bien entre les deux, que ça se termine mal. Voilà, qui s'est fait doubler là par tout le monde. C'est Kenny Wallace. Ouais, c'est Kenny Wallace. Ah oui, catastrophe. Là, il a perdu 6 ou 7 places d'un coup en un virage. Et il se retrouve d'ailleurs à la hauteur de Joel Kaufman qui va passer et qui est en pleine bagarre maintenant, Kaufman, avec un autre rookie, Dan O'Quinn Jr. Alors, nouveau contact, nouveau bump. Ah bah oui, voilà, c'est comme Kenny Wallace. Fois, ouais. Voilà pourquoi il a perdu totalement le rythme, le momentum, comme on dit. Tous les autres arrivés lancés, évidemment, ils l'ont doublé. Il me semblait, je ne sais pas ce que... Il me semblait avoir entendu en début d'année Tony Stewart se plaindre des bumps. Et... Oui, mais ça, c'est à Daytona et à Talladega. C'est uniquement sur les super speedway. Ailleurs, on a droit. Ah oui, c'est ça. Oui, le reste du temps, on reste stock car quand même. Oui, non, c'est 4 Daytona et à Talladega. Donc Talladega, le super speedway, 2 miles 66. Les vitesses les plus folles s'il n'y avait la bride, le restrictor plate. Eh bien, c'est samedi prochain. 29 avril en direct sur Motors TV à 21h. Manu, on y sera bien évidemment. Bien évidemment, alors nombreux avec nous, parce que s'il y a une course à ne pas rater, c'est vraiment celle de Talladega. Spectacle garanti
avec évidemment ces vitesses affolantes. Et ce spectacle et ces voitures groupées, hein, les 30 premiers dans la même seconde parfois. Là, vous êtes peut-être en train de penser, hein, c'est pas possible, ils exagèrent. Non, on n'exagère pas. Venez samedi. On peut être 30 dans la même seconde en NASCAR Busch. Allez, petite pause et on revient très vite à Phoenix. On est dans la deuxième moitié de cette course et même si c'est pas passé grand chose pour être honnête, ça va changer très vite, c'est sûr. Retour à Phoenix en Arizona pour la 9e course de la saison 2006 de NASCAR Busch et toujours Jason Leffler aux commandes. Tout à fait, le porteur du numéro 32. Habituez-vous à ce numéro, surtout que eh bien, ce serait un exploit s'il parvenait à remporter la course face à une meute de pilotes plus prestigieux les uns que les autres, même si ça ne serait pas sa première victoire dans sa carrière. Ah non, il a déjà une première victoire, Jason Leffler. Elle date de 2004, c'était à Nashville, mais depuis, c'est vrai qu'il a marqué un petit peu le pas la saison dernière, seulement 2 top 5. 15 départs, il a terminé 30e de la saison. Alors, Marc Martin, gros plan sur lui, bien évidemment, hein, la star parmi les stars, Marc Martin, qui continue sa remontée. Il est maintenant 5e. Et puisqu'on parle du numéro 5, eh bien, on a aperçu Kyle Busch qui voulait passer à l'intérieur. Non, c'est pas encore tout à fait le cas. Je crois que c'est face à Jamie McMurray. Il faut qu'il fasse attention quand même, Kyle Busch, parce que juste derrière, il y a Gigi Ellie qui est revenu lui aussi aux avant-postes. Alors, encore 85 tours. La conclusion qu'on a tirée de cette première moitié de course, Manu, c'est que, bon, était-ce une première moitié d'observation, d'attente? Peut-être pas quand même, mais c'est vrai que ça a été assez monotone avec Jason Leffler qui a mené la plupart du temps. Là, on va quand même rentrer dans les choses sérieuses et rien ne dit que ce sera la même chose. On peut même penser même que ce sera le contraire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Kurt Busch en 2e position pour sa 2e course de NASCAR Busch espère réaliser l'exploit historique du 100% de réussite en Busch, lui qui s'est imposé à sa première participation. Vous vous en souvenez, c'était au Texas, bien sûr. Et bien pour sa 2e participation, il est en phase, pourquoi pas, de faire aussi bien. Alors évidemment, la course est encore longue, hein, il reste plus de 80 tours. Et John Andretti, allais-je vous dire, porteur du numéro 10, eh bien là, il est bien. Hein. Il est aux portes du top 10. La bagarre avec Regan Smith. C'est vrai qu'il a un début de saison assez difficile hein, pour l'instant, John Andretti. 34e. Plus difficile qu'on croyait. Oui, c'est ça. Oui. Oui, pour un régulier de la Nextel qui vient le plus vieux des rookies, qui vient disputer ce championnat de Busch. C'est vrai qu'on s'attendait à mieux. Une 34e place à Daytona, bon c'était sa première admettons. 19e en Californie, c'est mieux certes, mais 23e à Mexico. Bon alors d'accord, c'est un circuit urbain, donc admettons encore. Mais Vegas derrière, il n'y a pas de raison. 42e, 20e à Atlanta. 9e, son premier top 10 à Bristol. Et derrière, 19e à Texas et 28e à Nashville lors de la dernière course. C'est vrai que c'est globalement extrêmement décevant. Bataille entre Jimmy McMurray et Ron Hornaday. C'est la bataille pour la 10e place. Des très belles courses hein, également de Ron Hornaday qui confirme que cette voiture numéro 33 du team Kevin Harvick Incorporated est au niveau. Et ça n'est pas si étonnant que ça finalement de voir Kevin Harvick quand il est à son volant et bien marquer des gros points avec, même s'il n'a pas de victoire avec cette voiture pour l'instant. Oui, c'est peut-être 3 initiales d'ailleurs qu'il va falloir apprendre à retenir. KHI, Kevin Harvick Incorporated, peut-être l'écurie victorieuse en 2006. Oui, oui, et souvenez-vous DEI, hein, bien sûr, l'écurie Earnhardt, et bien là, KHI, ce sont 3 lettres qui sont en train de se faire connaître parce que Kevin Harvick quand même il nous épate. Hein. Non seulement il fait le double duty, il fait tout le championnat Nextel et Busch, mais en plus c'est un homme d'affaires maintenant, un propriétaire d'équipe et qui gagne aussi. Enfin, c'est incroyable. C'est sa femme. Enfin bon, ce sont eux. Et on ne parlera pas de évidemment Madame Ecclestone, propriétaire du championnat de Formule 1 et non pas Bernie, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais c'est exactement pareil. Du côté de chez Kevin Harvick, ça n'est pas Kevin Harvick qui est officiellement le propriétaire, c'est sa femme, mais bien évidemment dans les deux cas, c'est monsieur qui tire les ficelles. Et en tout cas, on a vraiment tout compris au business et Kevin Harvick, c'est vraiment un pilote emblématique de la NASCAR et à tous les niveaux. Allez, on continue de se préparer parce que les arrêts au stand sont très importants en NASCAR. Et Kurt Busch vient apparemment de repartir. Alors la télé américaine était en pub. Là, on revient, la course est neutralisée. Pourquoi? On ne sait pas trop, mais on voit que tout le monde est rentré dans les stands. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? On va retrouver Jamie McMurray en caméra embarquée.
Ou attention, devant, oui, on... Ah, Kyle Busch à la faute. Avec Kelly, je crois. Oui. Non, non, avec Ron Hornaday. Oui, c'est vrai que tous les deux étaient l'un à côté de l'autre depuis pas mal de tours déjà, mais c'est Kyle Busch qui part tout seul à la faute. Ouais, et derrière, ça a dû être très très chaud. On va pas le voir évidemment pour McMurray. Lui, il passe, mais alors Casey Mears, voilà, Casey Mears est bien obligé de se jeter sur les freins pour éviter le contact et il l'évite à moitié. Hein. En tout cas, pas aussi fort qu'on aurait pu le craindre, mais il y a quand même eu une petite touchette entre le numéro 5 de Kyle Busch et donc Casey Mears. Même double. Oui, Kyle Busch qui perd complètement le contrôle au niveau de l'avant de sa voiture et qui va s'appuyer sur Ron Hornaday, qui n'y est pour rien. Et Casey Mears n'y est encore moins pour quelque chose. Ah oui, Kyle Busch qui nous avait semblé un petit peu chaud parfois. Je pense que de toute façon, il doit psychologiquement pas très bien vivre le fait que Kurt, son grand frère, qui ne fait que sa deuxième course, est en deuxième position et que lui était beaucoup plus loin. Il est même en première position maintenant, Kurt Busch. Ah, les flares est passé, oui, parce que dans vraisemblablement pendant la pub. Oui, mais c'est surtout parce pendant l'arrêt au stand, oui, qui était pendant la pub. Ça, par contre, c'est vrai. Mais voilà, Jason Leffler, numéro 32, perd la première place suite à cet arrêt au stand généralisé. 4e, donc il était parti premier. Il a été premier longtemps, mais là, il n'est plus que 4e. Pas de drame, évidemment, pour Jason Leffler, mais tout est à refaire s'il veut revenir aux avant-postes. Et à noter, évidemment, Kevin Harvick, une nouvelle fois, bien placé. Il est deuxième. Vous n'avez pas le sentiment, Manu, que plus ça va, et comme par hasard, plus notre Kevin Harvick préféré se montre et revient aux avant-postes. Ne me dites pas que, alors qu'on ne l'a pas vu pratiquement depuis le début de la course, qu'il va arriver à revenir et à gagner cette course. Mais finalement, c'est ce qui est le plus impressionnant quand même avec Kevin Harvick, hein, c'est que il sait absolument gérer ses débuts de course par rapport aux autres. C'est vrai qu'on le voit rarement pendant les premières moitiés de course. Il est souvent un petit peu discret, un petit peu dans le peloton, aux alentours de la 15e, 20e place, sans faire trop de bruit. Et puis bien souvent, au moment du dernier quart de course, eh bien, on le voit revenir dans le top 10, dans le top 5, et puis souvent essayer d'aller se battre pour la victoire. Alors, ça passe rarement, ça n'est pas passé depuis le début de la saison. Il a fallu qu'il attende la 8e course, la dernière à Nashville, pour aller signer sa première victoire. Mais avant ça, je vous rappelle qu'il avait quand même terminé 2e à Bristol, 3e à Vegas, 3e à Mexico et 5e à Daytona. C'est quand même une régularité qui explique aussi sans doute le fait qu'il soit aujourd'hui si solidement installé en tête de ce championnat de NASCAR Busch 2006. Allez, c'est reparti avec donc un nouveau leader, Kurt Busch, à 73 tours de l'arrivée. Nous sommes en caméra embarquée avec Kevin Harvick, lancé à sa poursuite. Et Michael Waltrip, donc le premier déjà, un tour ici sur la ligne intérieure, sur ce restart. Avec un vibreur, hein, vous l'avez noté dans ce virage. C'est rare les ovales où il y a des vibreurs à l'intérieur. C'est aussi le cas à Pocono, mais à Pocono on n'y vient pas en NASCAR Busch. Allez, on est en caméra embarquée justement avec Kevin Harvick. Voilà, il prend le meilleur sur Waltrip. Et Paul Menard derrière. Waltrip et Menard qui sont en bagarre ensemble. Hein. Oh, il s'est échappé là, Kurt Busch, assez largement. Ouais, il est impressionnant quand même, Kurt Busch. Même si c'est vrai qu'il reste 72 tours, 71 maintenant encore à parcourir et qu'il peut se passer encore beaucoup de choses dans cette course. Il reste que quand même Kurt Busch aura eu la possibilité de mener sa deuxième course de NASCAR Busch. Bah, il sait ce qu'on est capable de faire lorsqu'on dispose d'une voiture NASCAR Busch pour Penske. Souvenez-vous de Ryan Newman l'année dernière. Est-ce que vous voulez dire que la voiture est plus importante que le pilote? Non, mais le fait est qu'on constate que c'est du super matériel. Ah oui. Et finalement, Kurt Busch, d'accord, c'est ses premiers départs, mais son objectif, ce serait plutôt d'égaler les 5 départs et les 5 victoires de Ryan Newman, 2005. 5 ou 6. Allez, on va plonger, je vais aller chercher la réponse. Voilà. En tout cas, ça avait été quasi historique. 5, je dirais sûr, mais peut-être 6, effectivement. Il me semble dans on a eu tellement mes souvenirs, je crois que c'est 6. On va essayer de voir ça. On est rentré en tout cas dans les 70. Dernier tour. Carl Edwards. Il était 9e au 78e tour, 11e au 131e, 13e au 52e, vous voyez, ça n'a pas spécialement évolué.
signé 6 dans l'année, ça c'est certain. 6 victoires l'année dernière. Ouais, mais je crois qu'il a raté la... il n'en fait que 5 consécutives. Oui, et là ensuite il n'a pas de chance je crois parce qu'il s'arrête et il y a un drapeau jaune, du coup il est à un tour, il n'arrive pas à le récupérer. Mais il doit gagner l'avant-dernière ou quelque chose dans le genre. Ce qui fait qu'il en a 6, mais 5 consécutivement seulement. En tout cas au niveau des départs. Je suis toujours en phase de vérification. Oui, oui. On vous confirme ça dans un instant. Donc, il avait commencé en été. Sa première c'était à Watkins Glen. Et puis derrière il s'était imposé donc à Michigan, Bristol. Là c'était vraiment 3 victoires consécutives. Ça c'était 3 victoires consécutives. Derrière il n'était pas là en Californie à Richmond. Il était revenu à Dover où il s'était imposé pour sa 4e victoire. La 5e doit être 2 semaines plus tard au Loves. Et en effet derrière il ne parvient pas. Oui, c'est ça, puisqu'il gagne Homestead derrière, mais il avait couru une course entre temps. Bon, donc c'est ça, 5 consécutives et 6 victoires l'année dernière pour Ryan Newman. Alors le temps de vérifier, eh bien, vous avez vu. Accident sur la piste avec de nouveau Jerry Robertson qui est impliqué, donc il était bien reparti. Et Denny Hamlin, et là c'est très important bien sûr pour le championnat. Oui, Denny Hamlin qui perd gros dans cette affaire. Et donc contact très sérieux là. L'arrière de sa voiture totalement détruit. Je ne sais même pas s'il va pouvoir repartir Denny Hamlin. En tout cas il va falloir travailler du côté des mécanos. Et vraisemblablement il perd tout seul le contrôle de sa voiture. Et le malheureux Robertson ne peut éviter le contact avec la voiture d'Hamlin en travers sur l'ovale. Eh bien, les affaires de Denny Hamlin ne s'arrangent pas. Choc terrible pour Denny Hamlin en perdition et heurté par Robertson, qui n'avait d'autre ressource que d'aller le percuter finalement. Superbe image de cette ovale de Phoenix, du ciel de nuit, avec le peloton de la NASCAR sous régime de drapeau jaune. Vous le voyez, tout le monde a regroupé derrière le pace car suite à la sortie de Denny Hamlin et Jerry Robertson. On ne va pas voir grand chose au milieu de l'ovale. Les mécanos travaillent un petit peu dans le noir. Bon, en tout cas, Denny Hamlin, on le rappelle, quand même 2e du championnat. Et là, lourdement handicapé évidemment avec cet accident. Pour l'instant, ça se présente très très bien de nouveau pour Kevin Harvick. Mais aura-t-il les moyens d'aller chercher la victoire face à Kurt Busch qui semble quand même le plus fort en cette fin de course? Et attention également à Mark Martin derrière. Et puis Jason Leffler qui, mine de rien, toujours dans le peloton de tête. Non mais Kurt Busch dès les restarts. La vitesse, la facilité avec laquelle Kurt Busch prend le large sur Kevin Harvick, c'est assez impressionnant. Alors Michael Waltrip qui joue encore un petit peu les chicanes dans son rôle de retardataire. Premier à un tour. Il est quand même très très fort ce soir, Kurt Busch. Même si Kevin Harvick n'a pas l'air mal non plus. Ça risque de nous offrir un superbe duel entre ces deux voitures. À condition bien évidemment qu'il n'y ait pas trop de drapeaux jaunes qui pourraient venir ruiner la course de Kurt Busch. Mais vraisemblablement LFB aujourd'hui c'est lui qui a la voiture pour s'imposer. 3-4 longueurs d'avance en tout cas, même un petit peu plus pour Kurt Busch sur Harvick. Attention à Mark Martin qui est évidemment un vieux briscard, c'est lui qui a le record de victoire dans la discipline. Avec 47 unités. Oui, c'est cela même. Il en avait rajouté 2 en 2005. Peut-être sa 48e aujourd'hui. Et Clint Bowyer et Reed Sorensen, la jeune pousse, réunis sur la même image. C'est la bataille pour la 5e place. Et belle course pour l'instant de Sorensen. C'est vrai qu'on l'a un petit peu critiqué en début de retransmission, disant qu'il n'était pas au niveau auquel on l'avait connu l'an passé. Eh bien, il nous fait un petit peu mentir puisqu'il n'a jamais quitté le top 5 ou quasiment sur les quasiment 150 premiers tours de course. 140 en tout cas, premier tour de course. C'est vrai qu'elle est horrible cette voiture, il faut bien reconnaître que la décoration est quand même assez moche, mais c'est vrai qu'ils ont réussi leur coup incontestablement puisque
Elle a fait l'actualité, cette décoration, et on en a beaucoup parlé, y compris sur le forum de Motors TV, www.motorstv.com, section forum, vous le savez évidemment. Ah, Biffle 18e, c'est loin, hein, lui qui est le recordman des victoires ici à Phoenix avec 2 victoires en 2001 et 2005 si je ne m'abuse. Ouais, c'est le tenant sur cette course de printemps. L'année dernière, il s'était imposé devant Sadler, Stremi, Harvick et Stewart. Et puis dans la deuxième course, celle d'automne sur cette ovale de Phoenix. C'était la première fois l'an passé qu'on disputait 2 courses à Phoenix. Ce sera également le cas cette année. Et sur la deuxième course, la course d'automne, c'est Carl Edwards qui s'était imposé. Oui, Edwards qui avait fait une fin de saison exceptionnelle à tous les niveaux, hein, puisqu'il avait gagné en Busch. Il avait également remporté 2 victoires, je crois, dans les 3 ou 4 dernières courses en Nextel, pour terminer 3e du championnat. Et on voit les dommages là sur la voiture de Kyle Busch, ne pas confondre, c'est bien Kyle, le petit frère. On se souvient de son accident tout à l'heure avec Ron Hornaday. Les 2 victoires de Biffle. 2001-2005, l'année dernière, il avait essayé de faire exactement pareil face à Carl Edwards dans la course d'automne. Et finalement, Carl Edwards avait réussi la performance d'être le premier pilote à s'imposer ici en NASCAR Busch en partant de la pole. C'est vrai. Et Bowyer, Sorensen qui s'explique toujours. Bowyer est passé, il est 5e. Voilà, on applaudit du côté de son équipe. Sympa cette image. C'est un travail d'équipe. Ouais, c'est important pour le championnat puisque Denis Hamlin parti dans les tréfonds du classement. Clint Bowyer qui ne comptait que 53 points de retard sur Denis Hamlin pourrait récupérer la 2e place s'il finit dans le top 5. Les 10 premiers. Avec donc toujours Kurt Busch en tête. Attention, ouais, du côté de Mike Wallace. Et puis derrière, il y a un pilote qui est en tête à queue, on l'a vu fugitivement. Ah, monsieur le réalisateur, faudrait peut-être revenir. Bah, c'est Ashton Lewis Jr. C'est ce qui me semblait. Quel dommage pour Ashton Lewis Jr. Ouais, lui non plus, c'est pas sa saison. Comme meilleur résultat, 11e place à Nashville la semaine passée. Sinon, il a une 12e place à Daytona et 2 13e places à Mexico et Vegas. Pour le reste, pour Ashton Lewis Jr., c'est au-delà de la 15e place à chaque fois. Alors là, il y a 2 choses en fait. Il y a Mike Wallace qui se loupe un peu et je pense qu'il fait peur, Ashton Lewis Jr. qui perd le contrôle de sa voiture en voulant éviter celle de Mike Wallace en travers. Repartir néanmoins, à mon avis, Ashton Lewis Jr. Et Greg Biffle qui était dans un avant-poste. On voit que ça n'a pas été sans mal face à Mike Wallace. Ah, certains décideraient-ils de s'arrêter à 47 tours de l'arrivée afin de mettre des pneus neufs? Eh bien oui, Sorensen et Kenseth Edwards. Hornaday, Jimmy McMurray également. Paul Menard vraisemblablement. Mais Harvick ne s'arrête pas, Kurt Busch ne s'arrête pas. Là, il y a double stratégie, en tout cas stratégie différente. Et on a fait un signe du côté de l'officiel là pour Matt Kenseth. J'ai le sentiment que ça ne s'est pas passé comme ça aurait dû se passer pour Matt Kenseth. Et alors là, on sait que traditionnellement, c'est la pénalité qui tombe. Ouais, et non, on a vu l'officiel faire un geste indiquant alors que Kurt Busch finalement s'arrête. Mais un tour plus tard, dans son équipe là, au niveau des 2 chefs mécaniciens, on ne devait pas être d'accord. Oui, c'est ça. Voilà. La discussion a pris un tour de trop. Oui. Ah donc, Harvick va se retrouver leader, mais Harvick va se retrouver avec des pneus moins neufs que ceux des autres. Ah bah voilà l'explication. L'explication elle est simple, c'est qu'il est crevé à l'arrière. Il est crevé, tout à fait. Donc ça n'est pas les crew chiefs qui ont un petit peu trop palabré, c'est tout simplement il a dû crever dans le tour précédent et on règle un petit peu la suspension arrière.
Et voici ces deux crew chiefs de Kurt Busch. C'est pas forcément la solution la plus efficace, hein, s'il faut un peu partager les avis, alors que c'est souvent des décisions rapides en fonction de neutralisation. Est-ce qu'on s'arrête, est-ce qu'on continue? Si on commence à dire qu'est-ce que tu en penses. Alors, que s'est-il passé pour Matt Kenseth? Parce qu'on le rappelle, l'officiel va déclarer que c'est pas valable. Ouais, j'ai pas bien vu. Ouais, peut-être que tous les boulons de la roue avant gauche n'ont pas été souvent c'est ça. Fixés. Mais là, c'est pas une bonne nouvelle du tout pour Kenseth, qui va donc devoir repasser par la voie des stands et qui va se retrouver encore plus loin dans le classement, avec encore plus de voitures à doubler lorsque le restart sera effectif. Et même s'il aura des pneus neufs par rapport à Harvick par exemple, ben évidemment il aura plus de voitures à doubler. Et oui, c'est aussi peut-être la force de Kevin Harvick, on en parlait tout à l'heure, de dire qu'il n'attaquait pas en début de course, qu'il se cachait un petit peu. Et ça lui permet souvent d'user un tout petit peu moins ses gommes et de pouvoir se ménager un ou deux tours de différence par rapport aux autres qui peuvent être extrêmement précieux en termes de stratégie. Et peut-être que tout simplement il sent, Kevin Harvick, qu'il a encore suffisamment des pneus suffisamment frais pour tenir les 50 tours restants, et donc il n'a pas besoin de repasser par les stands, ou à la rigueur il ne repasserait que très rapidement pour ce qu'on appelle un splash and dash en fait, remettre quelques litres d'essence et pourquoi pas ne changer que les deux pneus les plus usés. Allez, le restart avec donc Kevin Harvick en tête devant Mark Martin et Jason Leffler. Incroyable quand même, hein, Kevin Harvick. Maintenant, c'est vraiment un pilote au sommet de son art. Il ne lui arrive jamais rien et il est toujours performant. Qu'il change de baquet, qu'il change de circuit, qu'il pleuve un petit peu ou qu'il fasse très très chaud, il est toujours aux avant-postes. Et qu'il change d'équipe. C'est ça aussi peut-être sa force, hein, c'est d'arriver à chaque fois à être dans une équipe homogène, que ce soit au volant de sa voiture numéro 33 ou au volant de cette voiture numéro 21. À chaque fois, il parvient à motiver ses troupes pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est vrai que c'est extrêmement impressionnant. Alors, est-ce que vous le sentez capable, LFB, d'aller signer une deuxième victoire consécutive après celle de Nashville? En tout cas, il y a encore 10 tours, je vous aurais dit non, parce que je pensais vraiment que Kurt Busch avait toutes les cartes en main. Mais là, j'ai l'impression qu'effectivement, il aurait les moyens maintenant de résister 40 tours s'il le fallait, Kevin Harvick. Et j'ai surtout un petit peu peur que Kurt Busch et Matt Kenseth partent d'un peu loin. D'accord, ils ont changé, ils ont des pneus neufs, mais ils sont dans le trafic. Et pour eux, j'aurais aimé les voir un petit peu plus haut dans le classement. Alors, parce les que principaux rivaux, ils sont loin, hein. Là on les a toujours pas vus. Voilà, Kenseth 18e, Kurt Busch 19e. Bon, c'est vrai, fallait pas être au-delà du top 20 sans doute. Mais c'est pas un circuit où on double facilement. Et puis en plus c'est un circuit très rapide, donc 39 tours, ça va passer très très vite. Alors certes, Carl Edwards est spécialiste du fait. Combien de fois a-t-il pu remonter comme ça dans les tout derniers tours? Mais bon, je demande à voir. Il faut aussi disposer du matériel qui va avec, hein, bien évidemment. Et vous parliez de tour rapide ici. En effet, le record du tour est détenu depuis les qualifications de novembre 2004 par Kyle Busch avec un tour en 133,819 miles, c'est-à-dire 26 secondes 9 pour un tour. Ça fait quand même un tour à plus de 215 km/h. Quant à la course la plus rapide, elle a duré 1h44 minutes et 13 secondes. C'était en novembre 2000, remporté par Jeff Burton avec une moyenne de 115,145 miles par heure. Il ne peut pas y avoir eu beaucoup d'interruptions ce jour-là, parce que ça fait quand même une moyenne assez élevée, 185 km/h sur 200 tours. Excusez du peu, ça va très vite. Kees Mears en gros plan, le neveu donc de Rick Mears, quadruple vainqueur d'Indianapolis. Ne pas oublier Rick Mears, hein, certes, et J. Foyt, premier du nom, a gagné. Enfin non, ça doit être le deuxième du nom, puisque son petit-fils est le quatrième du nom. Oui, ça doit être. Mais on l'a jamais appelé autrement que J. Foyt. A gagné 4 fois Indianapolis, mais Rick Mears également. Attention derrière, dans les contacts peut-être avec les retardataires, c'est passé très près, hein, pour Matt Kenseth avec Scott Riggs. Kenseth et Kurt Busch en tout cas qui se sont alliés en quelque sorte, hein, on le voit, ils sont l'un derrière l'autre dans le peloton. Carl Edwards et Gigi à la bagarre. C'est vrai que c'est pas une mauvaise idée, hein, si on est loin et qu'il faut se frayer un chemin dans le trafic,
que de se suivre. Je repense là à Kenseth et à Kurt Busch, bien sûr. Bon, bah, en tout cas, si ça va jusqu'au bout comme ça, dans 15 minutes, pas plus, c'est terminé. Et peut-être effectivement donc une deuxième victoire consécutive de Kevin Harvick. Mais alors là, le championnat, il va le tuer là. Question. Hein. Oui, là, ça serait pas une bonne nouvelle, c'est certain, pour le championnat. Mais bon, encore une fois, on vous rappelle que la saison est ô combien longue et il y a encore nombre de courses à disputer. Même si Kevin Harvick s'impose ce soir, ça ne voudra pas dire que la saison est morte. On peut compter sur Hamlin et Bowyer pour aller peut-être le chercher. Et nous sommes de retour à Phoenix. La fin de course se précise. Kevin Harvick, ce diable de Kevin Harvick, est donc en tête du championnat. Mais Mark Martin, qui on ne la fait pas non plus, est deuxième. Il n'y a pas de hasard. Oh, attention oh là là, pile au contact terrible avec deux autres voitures impliquées, dont Johnny Sauter. Scott Riggs également impliqué avec cette voiture numéro 9. Énorme contact entre Johnny Sauter, alors que la voiture de Scott Riggs est en train de prendre feu vraisemblablement. Oui, la image là, on va impressionnante. Peut-être même avoir un drapeau rouge. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Plein milieu de la piste, oui. Mais... Alors Andretti est reparti, c'est sûr. Johnny Sauter peut repartir aussi, mais évidemment, dans quel état? Il n'est pas loin de l'entrée. C'est une chance pour lui. Mais je pense que ça va être direction garage. Alors ça s'est passé. Casimir Andretti, histoire de famille prestigieuse, on s'accroche. Et derrière, regardez, le pauvre Johnny Sauter. Avec Johnny Sauter. Espérons que... Oh, et derrière, vous avez vu un peu comme on a évité Johnny Sauter. Compton qui a le miracle. sauté sur les freins pour éviter Johnny Sauter. Énorme me crash là. Oh, c'est pas de chance quand même pour Johnny Sauter. Et heureusement, il a de la chance dans son malheur parce qu'il voit la voiture qui dérive et donc il commence à freiner bien avant le choc. Il n'est pas arrivé à pleine vitesse. Compton, c'est très chaud. Oui. Y compris avec Mark Green juste derrière. Ah, regardez, avec une sorte de loupe. Oh, l'impact! Et voilà, alors là si vous avez rêvé d'assister à des crash tests, eh bien voyez, c'est exactement comme ça que ça se passe. Et la voiture qui se soulève de l'arrière sous l'effet du choc, la voiture de Johnny Sauter. Alors c'est rare d'avoir cet axe en loupe. Peut-être que John Andretti va pouvoir repartir parce que finalement ça n'a tapé qu'à l'arrière. Par contre, du côté de Johnny Sauter, ça me paraît plus difficile. Ah oui. Alors Harvick, Martin, Leffler, Bowyer, Sorensen. Rappelons que Kevin Harvick et Clint Bowyer sont coéquipiers dans cette course et il reste 19 tours. Ça va aller très vite. Oui, on a mis pas mal de temps pour dégager la piste. Allez, Mark Martin peut-être pour aller chercher Harvick. Et attention à Jason Leffler également derrière. Toujours solidement accroché à sa troisième place, juste devant Clint Bowyer et Rick Sorensen. Et Carl Edwards qui est remonté en 6ème position, juste devant Yeli et Maynard. Kenseth 9ème, devant Kurt Busch. Tous les gros sont là pour les 18 derniers tours. Très belle course également de Jamie McMurray. Il est 13ème. Pas de cet axe et Kevin Harvick qui contrôle parfaitement la situation. Et c'est même Mark Martin qui commence à être sous la menace de Jason Leffler. Il va falloir qu'il se méfie un petit peu, Martin. Ils sont toujours dans le trafic, Kenseth et Kurt Busch. Loin, très loin, trop loin peut-être par rapport à Kevin Harvick. Il faudrait sans doute une nouvelle neutralisation. Il faudrait surtout commencer à doubler un petit peu plus vite ces pilotes placés devant eux. Eh bien, il vous écoute, Kurt Busch. Regardez, il va... il a pas envie. Attention parce que Paul Menard, Yeli qui part, poussé qu'il a été par Maynard. Et nouveau drapeau jaune, on en parlait de cette neutralisation qui ferait peut-être les affaires de Kurt Busch et Matt Kenseth. Eh bien, la voici. Bon, Yeli qui est évidemment 4ème au championnat. Il est flegmatique. Ah oui, le starter, même lui, ça lui coûte de sortir ce drapeau jaune après seulement 2 tours. Et oui, le bump classique, cette fois-ci entre Maynard et Yeli. Décidément malchanceux, Yeli. Alors qu'il joue donc à domicile. Ça a été très chaud pour Kurt Busch derrière d'éviter le contact avec Paul Maynard.
en caméra embarquée avec Greg Biffle pour revoir ce tête à queue de Gigi Dili. Et maintenant avec Kenny Wallace. Bon, et bien tout est à refaire encore une nouvelle fois pour Kevin Harvick. Mais on a bien vu que sur le restart, là, il était assez devant. Donc c'est peut-être de bon augure pour lui. Il y a un paquet derrière. Kurt Busch, Matt Kenseth, Greg Biffle. Aux alentours de la 7e, 8e, 9e place, les voici qui passent. Je peux vous dire qu'au restart, il va falloir les surveiller parce que tous les trois, ils ne vont pas s'en laisser compter. Allez, Kevin Harvick qui relance le pack pour ce qu'on espère être le dernier restart de cette 9e course de la saison. Voilà, j'allais dire combien sommes-nous de l'arrivée? Eh bien, réponse 12 tours. Allez, 5 minutes de course, peut-être pas plus. Eh oui, déjà 2-3 longueurs d'avance pour Harvick. Ça va être très difficile. Ça va être très difficile d'aller chercher Kevin Harvick ce soir. Marc Martin fait un petit peu office de bouchon, j'ai l'impression, devant Jason Leffler qui n'arrive pas à passer. Regardez Clint Bowyer qui se décale également pour essayer d'aller chercher dans un premier temps Leffler. Et pourquoi pas juste après Marc Martin. Pas la trajectoire à la corde. Ouais, ça va être un petit peu juste quand même pour Clint Bowyer. Et tout ça, ça fait bien sûr les affaires de Kevin Harvick. Et Kenseth et Kurt Busch qui n'arrivent toujours pas là à fondre sur ce groupe. Boyer. Et c'est Leffler cette fois qui part en tête à queue poussé par Boyer et nouveau drapeau jaune. Oh, bien attendez, parce que derrière, regardez, il y a Ménard qui est en perdition. Il y a du grabuge et à 10 tours de l'arrivée. Oui, ça a tapé derrière. Ah oui, là c'est pas un big one, mais c'est pas loin. Et c'est Boyer qui a tapé Leffler. Et il y a Aaron Feig d'impliqué également. Ça, c'est pas les bonnes affaires pour Paul Ménard, ni pour Jason Leffler, évidemment, c'est vraiment dommage. Il faisait une superbe course, Jason Leffler, il était dans le... Après avoir mené, il était dans le top 5 depuis le départ. On va voir ce qui s'est passé. Et c'est toujours le classique petit bump, suffisant pour eh bien voilà, soulever un tout petit peu le train arrière, perdre l'adhérence et envoyer la voiture en tête à queue. Ouais, je suis pas sûr qu'il soit parti tout seul, Ménard. Derrière, il me semble que Kurt Busch a peut-être un petit peu aidé à la manœuvre. Oui, mais là, dans une réaction en chaîne, alors qu'au début, tout est parti de Boyer. Regardez, on est avec Clint Bowyer. Pourtant, il n'est pas fort le contact. Non, petit contact, gros effet. Et là, effectivement, Leffler doit être très très déçu. Lui qui faisait une belle course, on va retrouver l'image certainement. Voilà, le ralenti. Alors Kurt Busch, pendant ce temps-là, effectivement, comme vous l'aviez noté, tape Ménard. Ouais. Et Matt Kenseth derrière s'en sort miraculeusement lui aussi. Il y en a eu pas mal. Je sais pas qui est le pilote qui remonte sur le banking pour éviter in extremis la voiture de Ménard, mais joli réflexe. Alors, du côté de Leffler, on va réparer sommairement moins de 10 tours de l'arrivée. Ouais, juste 10 tours de l'arrivée. 9 tours. Kevin Harvick donc en tête et derrière. Adjugé, vendu. Ouais, ces images toujours extrêmement impressionnantes. On n'y va pas de main morte quand on répare en NASCAR. Oui, là, ça n'a pas dû changer grand-chose quand même. Non, je pense pas non plus. Du côté de Ménard, même motif, même punition. Il s'y met à 3 pour réélargir un tout petit peu le passage de roue et éviter que le pneu frotte. Ah, voilà notre caméra loupe une nouvelle fois. Avec une petite musique un petit peu bucolique pour cette figure libre de Jason Leffler. Pénalité. Ah oui, une pénalité pour Clint Bowyer, jugé responsable de cet incident. Et on ne peut pas dire qu'il n'est pas responsable, effectivement. Maintenant, c'est vrai que ça n'a pas été le seul. Ouais. Et il est condamné à un stop and go d'un tour, figurez-vous. Eh oui, il est repoussé à un tour, Clint Bowyer. Alors, je vais prendre parti. Une fois n'est pas coutume. Si Kevin Harvick vient à s'imposer ce soir et compterait après ça plus de 200 points d'avance sur le deuxième, eh bien les commissaires de la NASCAR ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes. Parce que cette pénalité sur Clint Bowyer, c'est vrai qu'il est responsable de cet accrochage, mais c'est loin d'être le seul à l'avoir fait ce soir et elle est quand même un petit peu dure à 10 tours de l'arrivée de lui infliger un tour de pénalité à 7 tours de l'arrivée. Course ruinée d'ores et déjà pour Clint Bowyer, quand on sait que l'autre grand rival de Kevin Harvick, Denny Hamlin,
a souffert lui d'une grosse sortie de piste et lui aussi est au fond du pack, eh bien on laisse du côté des commissaires de la NASCAR le champ libre à Kevin Harvick. C'est un peu dommage. Alors est-ce que Ritz Sorensen va aller chercher Mark Martin pour pourquoi pas lui aussi essayer d'aller se frotter à Kevin Harvick? Il y a Carl Edwards également derrière et puis toujours Kurt Busch et Matt Kenseth et Greg Biffle qui remontent aux avant-postes. Et oui, ça se présente très très bien en tout cas pour Kevin Harvick. Et l'attaque de Busch, hein, toujours cette quête héroïque d'aller chercher sa deuxième victoire en 2 courses. Toujours cette volonté de se frayer un chemin dans le trafic. Et pour l'instant, toujours difficile. Solidement 5e, accroché juste derrière Carl Edwards qui va peut-être essayer de dépasser. Il faudrait le faire maintenant là parce que 4 tours, il n'y a plus beaucoup d'espace et beaucoup de temps à perdre. Oh, Mark Martin qui va aller serrer Edwards contre le mur. Ah, ils sont quand même coéquipiers en Nextel. Mais là, pas de cadeau. Hein. Bah, c'est que Mark Martin, au fur et à mesure, chaque année il annonce que c'est sa dernière saison, mais enfin finalement il va peut-être se dire et pourquoi j'irais pas en signer 50 des victoires en bouche histoire de faire un chiffre rond. Pour l'instant, je vous rappelle qu'il est à 47. Ouais. Et c'est vrai que Busch est passé derrière. Attention à l'attaque de Biffle sur Matt Kenseth. Et là aussi on va aller serrer un peu contre le mur. Oh là derrière, et Clint Bowyer encore. Oh bah c'est pas sa soirée. Il peut repartir, ouais. Il va pouvoir repartir Clint Bowyer, mais à 3 tours de l'arrivée, nouveau drapeau jaune et il s'en veut évidemment. Pris dans un accrochage avec le malheureux David Gilliland. Ah, Bowyer est un accès de précipitation suite à ce tour perdu. C'est vraiment dommage, c'est son 5e départ à Gilliland en NASCAR Busch. Sa meilleure qualification c'était à Texas la semaine passée, il avait signé le 11e temps pour terminer à 29e, c'était également son meilleur résultat. Et puis surtout il avait de l'expérience ici même si c'est la première fois qu'il court sur cet ovale de Phoenix. Il faut bien reconnaître que c'est Gilliland le premier qui va dans le mur. Et après comment ça se passe par rapport à Bowyer alors? On est en caméra embarquée avec Bowyer, on va forcément savoir. À l'intérieur de Stacy Compton. Donc devant il y a le des grabuges mur devant, de d'accord. Gilliland. Mais là, il ne va pas. Ouais, il ne peut pas tourner. Non. Il essaye de le doubler avant qu'il ne soit trop tard. Et il n'y arrive pas. Voilà pourquoi il s'en voulait. En fait, il en veut au sort, au destin, aux circonstances de course. Là, il faut avouer qu'il n'est pas chanceux sur cette course. Clint Bowyer, c'est le moins qu'on puisse dire. Il va forcément faire grise mine à la sortie de son habitacle. On va revoir ça de l'extérieur cette fois. Ouais, c'est Gilliland qui part tout seul à la faute. Et Bowyer est malheureux sur ce coup. Et il repart tout de suite, hein, dès qu'il peut. Mais c'est vrai qu'il a déjà tout perdu, Clint Bowyer. Ouais, ça passe de justesse pour Regan Smith et derrière. Je pense que c'est en essayant justement de recouper pour passer derrière qu'il accroche l'arrière de la voiture de David Gilliland et part en tête avec le malheureux Clint Bowyer. Ah voilà, puis alors en plus là le bidon pour le trop plein est resté accroché. Oh là là, tout s'accumule. Et nous allons en tout cas avoir un green white checkered. Kevin Harvick n'a pas encore tout à fait gagné cette course. Mais regardez le classement si ça s'arrêtait là. Presque 300 points d'avance pour Kevin Harvick. Incroyable. Oui, ça fait mal cet écart. Manu, on fera les comptes à la fin de course en fonction des vraies positions des uns et des autres. Mais là, 300 points déjà, ça serait évidemment énorme. Alors, qui pour aller empêcher Kevin Harvick de s'imposer ce soir? On a vu derrière Ritz Sorensen, pourquoi pas, Mark Martin, pourquoi pas. Là, on est avec le pauvre Jason Leffler. Lui non plus n'avait pas demandé grand-chose avant de partir, d'être pris dans un accrochage. C'est vraiment dommage avec Clint Bowyer du reste. Bon, eh bien, faites vos derniers paris. Ah, on ne saura pas ce que nous disaient les officiels. Ouais. Alors, ça, c'est le chef mécanicien de Carl Edwards qui dit que si, Carl Edwards a peut-être une carte à jouer dans ses derniers tours. On le sait, c'est sa spécialité. Enfin, j'aurais tendance à dire que le banking est un peu léger pour qu'il puisse s'en servir pour s'accélérer selon
sa technique quasiment devenue classique, hein, à savoir monter dans les derniers virages le plus haut possible sur le banking pour se servir de la pente et accélérer sa voiture un petit peu à la façon d'un coureur de vitesse sur piste en vélo et gagner quelques petits kilomètres/heure supplémentaires qui lui permettent de passer dans la ligne droite ses adversaires. Il avait initié cette méthode à Atlanta, on s'en souvient. Mais là, le banking est peut-être un tout petit peu trop plat pour qu'il puisse récidiver, Carl Edwards. Néanmoins, il est bien accroché à sa 3e place. Et sur le restart, tout est possible, mais tout est possible également pour Reed Sorenson, bien sûr, devant lui. Et Kurt Busch également, solidement accroché lui à la 4e place. Les feux du Pescar sont éteints. Voilà la voiture qui oblique vers la gauche de la piste. Autrement dit, lorsqu'on passera la ligne, il ne restera plus que 2 tours. Alors c'est restart donné évidemment au niveau du tempo par Kevin Harvick. Ah, Sorenson est assez près là quand même. Attention à McMurray derrière qui porte une attaque également. Et puis derrière on a une belle bagarre entre Kurt Busch et Carl Edwards. Regardez ici à l'image. Oh oui, ça passe au millimètre. Et Edwards résiste pour l'instant. Alors Kevin Harvick, il résiste aussi à Reed Sorenson. Mais Sorenson est bien plus près d'Harvick que ne l'était tout à l'heure Marc Martin. Marc Martin est un petit peu rétrogradé, vous le constatez. Allez, il va rentrer dans son dernier tour. Kevin Harvick, et vraisemblablement, c'est le moment ou jamais pour Reed Sorenson, mais il est loin, il a perdu une longueur sur ce tour, Reed Sorenson. Et si Kevin Harvick joue bien, il va aller signer sa 2e victoire de rang. Ça y est, donc le premier pilote à avoir 2 succès cette année, ce sera le leader du championnat. Voilà, on prépare la petite incrustation pour donner les résultats. Eh bien, pas de problème, décidément, il est plus fort que jamais. Victoire de Kevin Harvick. Ouais, le champion NASCAR Busch 2001 sur la bonne rampe de lancement, incontestablement, pour aller signer dans cette saison 2006 un 2e titre en Busch. Vous avez vu le classement derrière, oui, avec cette 2e place de Reed Sorenson. Mais alors après, Edwards, Kurt Busch, Mark Martin, Matt Kenseth, Greg Biffle, que du bon de faire mieux. Hein, oui. Donc finalement tout le monde a répondu présent, mais... Et alors, cherchons David Green, où est-il? Il est bien, il est dans les 10 là. 9e, le premier vrai régulier, va-t-on dire, de la Busch. Alors moi je l'ai 8e. Oui, tout à fait, c'est Kazemiers 9e. Oui. Ouais, autant pour moi. Alors, souvenez-vous, à mi-course, aurait-on dit que Kevin Harvick allait gagner cette manche? Non. Mais il est vraiment imparable en ce moment. Tout lui réussit. Sauf peut-être son début de saison en Nextel. Bon, est-ce que maintenant, vu justement son début de saison en Nextel, est-ce que Kevin Harvick n'aurait pas pris le parti de privilégier la Busch? Et pour l'instant ça fonctionne. Il va vraisemblablement aller se battre pour ce titre de Busch. Et pourquoi pas accrocher le Chase en Nextel s'il le peut. Mais je pense que son objectif de la saison, maintenant, il est clairement défini à Kevin Harvick. Continuer le feu d'artifice qui est le sien depuis le début de l'année. Oui. Allez, on va écouter les réactions d'ici quelques instants des uns et des autres. Et on va faire les comptes, mais l'écart maintenant va devenir gigantesque entre Harvick et les autres. Et quand bien même il raterait la première course, il resterait en tête du championnat assez largement. C'est pour vous dire. Alors justement, on va attendre en attendant la réac dans Victory Lane du vainqueur Kevin Harvick. Il aurait maintenant 289 points d'avance sur Clint Bowyer qui récupère évidemment la 2e place de Denny Hamlin. Il n'y a plus que 6 points par contre entre Bowyer 2e et Hamlin 3e. Le malheureux Jake Lilly reste 4e, mais déjà à 314 points d'Harvick. Oui, 5e place toujours pour Edwards. À 25 points seulement de 25 points de Clint Bowyer. Ah oui, par contre pour la 2e place c'est extrêmement disputé entre Bowyer, Hamlin, Yeli, Edwards, et on peut même aller intégrer Ménard qui a 100 points à peine de Bowyer. Et c'est vrai que par contre en tête cet homme fait très fort. Oui, tout s'est joué dans les arrêts au stand. Et la voiture, la Chevrolet, a été vraiment impeccable. C'est la première fois qu'il signe 2 victoires consécutives dans sa carrière en Busch. Oui, qui est un ancien champion de la discipline, vous le savez. Sa 19e victoire de la saison, dans sa carrière en NASCAR Busch, pardon. Et évidemment sa 2e victoire seulement de la saison. Alors parfois vous pilotez pour 3 équipes différentes, mais à chaque fois vous gagnez.
Vous savez, c'est vraiment facile parfois de perdre des points. C'est plus facile d'en perdre que d'en gagner. Voilà. Parfois on a de la malchance, mais c'est vrai qu'en ce moment ça se passe bien pour moi. J'ai jamais gagné de victoire de suite en NASCAR-Busch. Tiens, voici sa femme. Propriétaire heureuse. Oui, si ça ne se lit pas forcément. Oui, là, il y a une discussion sérieuse là. Lui, il a le sourire, on le comprend. Reed Sorenson, deuxième, son meilleur résultat de l'année. Ça y est, enfin un top 5 pour Reed Sorenson, on l'a attendu. J'ai bien sûr essayé beaucoup de gagner cette course ce soir, mais je ne pouvais rien faire face à Kevin Harvick. Peut-être s'il n'y avait pas eu autant de drapeaux jaunes, j'aurais pu être un peu plus dans le rythme. Bon, c'est pas mal quand même. Carl Edwards. Ah, on vous voit marcher là, qu'est-ce que vous faites? Vous vous excusez? Non, non, je ne m'excuse pas, mais c'est vrai que c'était parfois un peu chaud en piste là, dans ces derniers tours. Je suis bien content de répondre aux interviews, et c'est ça, toujours aussi. J'aime vraiment beaucoup ce pilote, toujours extrêmement détendu. Et il avait la meilleure voiture aujourd'hui, vous ne pouvez rien faire sur Kevin Harvick. Et demain, on vous verra pour la course Nextel. Ah, il a eu un petit mot aussi concernant Kurt Busch, justement dans les derniers tours. Il a salué sa sportivité, d'éviter les contacts. C'est vrai que Kurt Busch s'est magistralement comporté lui aussi dans cette bagarre. Voilà, donc 2 top 5 en 2 départs en NASCAR-Busch pour Kurt Busch. Et vous le savez certainement, le lendemain, Kevin Harvick va réaliser le premier sweep de la saison. Il va également s'imposer en Nextel sur ce circuit de Phoenix. Donc en ce moment, tout lui réussit à Kevin Harvick. Incroyable. Un momentum tout à l'heure, c'est vraiment le cas. La spirale de la réussite, elle est autour de Kevin Harvick pour l'instant, mais c'est vrai également ce qu'il a souligné. Il est beaucoup plus facile de perdre des points que d'en gagner en NASCAR, et peut-être que cet écart énorme qu'il a creusé sur Clint Bowyer, presque 300 points, peut fondre d'ici quelques courses. Il suffit d'un ou deux résultats blancs pour que tout soit relancé. Voilà, confirmation de ce que vous disiez, Manu, avec les écarts déjà annoncés. Donc c'est vrai, entre Bowyer 2e et Paul Menard 6e, après tout, allez, on va dire 100 points, là c'est intéressant. Après c'est serré, vous me direz aussi, entre John Wood, Kyle Busch, Bernie Lamar et Greg Biffle, il y a 40 points. Qui profite de cette course pour regagner encore une petite place au championnat. Il était 10e avant d'arriver, il est 9e maintenant. Confirmation encore une fois de son excellent début de saison. Reed Sorenson gagne 6 places, il est maintenant 11e. Et les écarts sont 4 places dans l'affaire et 2 places pour Jimmy McLaren. Maintenant ils sont respectivement 14e et 15e. Et le pauvre Jason Keller, bien sûr, du fait de son absence, perd 7 places d'un coup. Il est maintenant 19e et on ne sait pas quand on va le retrouver. Kurt Busch qui finalement est peut-être le pilote qui gagne le plus de places, puisqu'il gagne maintenant, il a gagné 12 places, il pointe maintenant à la 38e place, alors qu'il était 50e en arrivant ici, avec bien évidemment un seul départ, une victoire. Et pour l'instant, vous l'avez dit, LFP, 2 top 5 en 2 courses de NASCAR-Busch, dont une victoire. Il pointe à la 38e place, mais bon, il est déjà à 1114 points de Kevin Harvick. Voilà, et bien ainsi se termine la retransmission de cette 9e manche de la saison. Vous connaissez en tout cas le rendez-vous à ne pas rater. Samedi prochain, Manu, on se régale d'avance à l'idée de vous commenter en direct, en intégralité, en exclusivité sur Motors TV, la 10e manche à Talladega. Départ 21h heure française. Et Phoenix, on y reviendra cette année. L'avant-dernière course de la saison, le 11 novembre comme toujours. Là, ce sera en direct aussi. Au mois de novembre, mais ça sera évident, oui, en direct, bien sûr, sur Motors TV. Pour ce deuxième rendez-vous de l'année à Phoenix. Bon, en tout cas, donc Talladega, samedi prochain, 21h en direct sur Motors TV, avec un beau week-end, parce qu'il y aura aussi du DTM notamment au Lausitz Ring. Voilà, et bien vue aérienne sur cet ovale de Phoenix. On va se séparer d'ici quelques instants. Kevin Harvick donc qui écrase de toute sa puissance le championnat. Et après tout, eh bien, ça peut arriver de temps en temps lorsqu'un pilote domine comme ça. On s'intéressera peut-être plus aux batailles derrière qu'à la bataille pour la première place. Allez savoir, en tout cas cet homme, c'est bien lui. Il a le doigt levé. Ça sera difficile d'aller le déloger de sa première place. D'ores et déjà, on peut penser qu'il a
pratiquement le titre dans la poche. Le titre dans la poche, c'est peut-être un peu Si, fort, je le mais en tout cas, il est grandissime favori, ça c'est certain. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis sur Motors TV pour cette course de NASCAR Busch. Rendez-vous samedi prochain donc pour Talladega. Merci à tous, salut. À bientôt. Thank you for tuning in here on FX. Enjoy the rest of your weekend. And we'll see you tomorrow night for more NASCAR. That's on Fox.